L'histoire commence face à un immense abîme. C'est la première fois qu'elle explore et fouille l'abysse seule. Comme leurs zones sont proches, elle voyage avec son ami Nat. Ils se séparent et Rico déniche un butin de reliques si massif qu'elle peut à peine les porter. Elle part chercher Nat pour qu'il l'aide. Au détour d'un virage, elle voit un serpent géant, une gueule saignante, s'approcher de Nat, blessé à la tête et inconscient. Inquiète pour Nat, Rico siffle, attirant l'attention de la gueule saignante sur elle. Elle est prise en chasse alors qu'elle tente de fuir. Frappée par la queue du monstre, son sac de reliques tombe. Rico l'abandonne pour chercher un abri. Elle se retrouve acculée, sur le point d'être dévorée. Soudain, un rayon d'énergie traverse les arbres pétrifiés, frappe la gueule saignante et la fait fuir. Rico se relève, se demande ce qui l'a sauvée et part enquêter. Elle trouve un garçon robot qui semble inconscient. Intriguée par son origine, elle demande à Nat de l'aider à le ramener à l'orphelinat de Bechereau. Ils réfléchissent à comment le faire passer devant la directrice. Nat demande à son ami de faire tomber son livre pour distraire la directrice et passer discrètement. Le lendemain en classe, la directrice rappelle aux orphelins d'être reconnaissants pour leur sifflet et les prévient des punitions s'ils gardent des reliques, tout en fixant Rico. Plus tard, l'instructeur interroge Rico sur son butin et sur la façon dont elle a sauvé Nat. Rico dit alors à son instructeur, Jiro, qu'elle veut explorer plus profondément l'abysse pour gagner de l'expérience et rattraper sa mère, la plongeuse du plus haut rang. Jiro lui rappelle qu'elle ne peut pas car, avec son expérience, elle a déjà du mal à remonter de 400 mètres. Il lui dit de se concentrer sur ce qu'elle peut faire maintenant. Ses amis la rejoignent alors qu'elle commence à pleurer. Il se demande comment réveiller le garçon qu'il cache. Plus tard dans la nuit, avec l'aide de ses amis, Rico ranime le garçon robot en lui envoyant une décharge de haute tension. Il se réveille et demande où il est. Il lui explique qu'ils sont des orphelins qui apprennent à devenir des caverniers. Rico commence à le questionner, mais il devient évident qu'il est amnésique et ne se souvient de rien. Pendant ce temps, un de ses amis les prévient que la décharge a coupé les autres lumières et qu'ils doivent cacher le garçon robot. Jiro entre inspecter la chambre, mais ne trouve rien car le garçon robot a utilisé ses bras extensibles pour se cacher. Jiro emmène Rico nettoyer l'orphelinat en guise de punition, tandis que le garçon robot s'observe et se demande ce qu'il est. Rico le nomme Reg, et il quitte l'orphelinat en utilisant les bras extensibles de ce dernier. Elle l'emmène ensuite sur un point de vue surplombant toute la ville d'Ort, construite autour de l'entrée de l'abysse. Alors que le soleil se lève et illumine la ville, Rico lui dit que comme elle n'a jamais rien vu de tel, il doit venir des profondeurs de l'abysse. Elle est excitée et lui raconte tout sur la ville et l'abysse, ce qui choque Reg. Le lendemain, Rico et ses amis consultent la liste de toutes les reliques découvertes et confirment qu'il n'y a jamais rien eu de tel que Reg. À cause de cela, Rico craint que Reg ne soit emmené ou démantelé s'il était découvert. Le jour suivant, il décide de le déguiser en orphelin ordinaire pour qu'il puisse intégrer l'orphelinat et y travailler. Reg se rend à l'orphelinat et parle à Jiro, qui lui demande d'où il vient et pourquoi ses bras sont ainsi. Reg parvient à le duper et finit par intégrer l'orphelinat. Reg commence sa formation de cavernier avec le rang le plus bas, celui de sifflet à clochette. Quelques mois passent, Reg voit tout le monde plonger dans l'abysse alors qu'il reste en retrait, n'ayant pas encore son sifflet rouge. Plus tard, près de l'entrée de l'abysse, Rico et Reg voient des gens remonter des profondeurs. Rico remarque un homme nommé Abold et son équipe qui reviennent d'une expédition au 2e niveau de l'abysse. Il voit Abold remettre un sifflet blanc ainsi que des documents scellés à un autre homme. Un homme dans la foule remarque le sifflet blanc et dit savoir à qui il appartient, affirmant que c'est celui de Lisa, l'exterminatrice. Reg demande à Rico ce que ça signifie si ce n'est qu'un sifflet, mais Rico est stupéfaite et dit que Lisa est le nom de sa mère. Peu après, un festival débute en ville pour célébrer le retour du sifflet blanc de Lisa, marquant la fin de sa dernière plongée entamée il y a 10 ans. Rico contemple tristement le sifflet blanc de sa mère, que Abold lui a remis en tant que plus proche parente. Elle repense au moment où Abold lui a donné le sifflet, elle a hésité car c'était un sifflet blanc, mais a décidé de le garder. Il lui dit aussi qu'une lettre a été trouvée, qu'elle pourra consulter dans quelques jours. Voyant Rico toute triste, Jiro s'approche et lui rappelle que ce festival célèbre l'incroyable femme qu'était sa mère, et qu'elle ne devrait pas être si abattue. Ils discutent un moment et Jiro lui explique pourquoi elle doit porter des lunettes, précisant que sa vue n'a aucun problème physique mais qu'il s'agit d'une malédiction de l'abysse. Sa mère était tombée enceinte peu avant de partir pour une périlleuse expédition de 10 mois au 4e niveau. Il explique ensuite que Lisa a utilisé une relique rare, la nacelle anti-malédiction, pour ramener Rico en sécurité. Il lui dit qu'elle aurait pu obtenir toute la gloire voulue avec cette relique rare, mais qu'elle a tout risqué pour elle car elle était spéciale. Il lui confie qu'elle l'a également déposée à l'orphelinat.
Rico se sent heureuse et s'enfuit en pensant qu'elle sera exactement comme sa mère. Plus tard cette nuit-là, Rico est autorisée à voir les documents scellés laissés par sa mère, révélant qu'elle a découvert de nouvelles espèces de créatures dans les profondeurs. Il regarde divers dessins d'animaux mystérieux, mais une image en particulier fige le regard de Rico. L'un d'eux représente une silhouette humanoïde qui ressemble étrangement à Reg. Il voit ensuite un papier avec seulement une inscription « Elle l'attendra au fond de l'abysse ». Cela pousse Rico à se demander si elle doit entreprendre ce voyage. Le lendemain, elle en parle à ses amis. Elle s'empare de ce morceau de papier et, de retour à l'orphelinat, annonce à tous ses amis qu'elle a décidé de descendre dans l'abysse pour retrouver sa mère. Nat s'y oppose fermement, affirmant qu'elle ne pourra jamais remonter à cause de la malédiction de l'abysse et des effets de l'ascension. Plus on descend profondément, plus la remontée devient éprouvante pour le corps. Nat explique ensuite plus en détail les effets de chaque niveau sur le corps humain. Il explique qu'en remontant du 2e niveau de l'abysse, on peut avoir des vertiges et des nausées. Au 3e niveau, le corps commence à se faire lourd. Le 4e niveau impose un fardeau terrible au corps et on peut y perdre la raison. Mais si l'on remonte de seulement 10 mètres au 5e niveau, on se met à saigner par tous les orifices. Rico a tout de même pris sa décision et veut descendre dans l'abysse pour retrouver sa mère. Le lendemain, Reg effectue sa première plongée au 1er niveau avec Nat, ayant été promu sifflet rouge. Reg essaie de creuser dans la boue, mais Nat lui dit de creuser près des rochers car les objets y sont mieux conservés. Reg soulève une dalle énorme et trouve un objet mou, qui est aussi une relique. Plus tard, Reg prend peur en trouvant les restes d'une personne en train de prier. Nat l'effraie encore plus en lui disant que les enfants meurent s'ils pensent trop à leur anniversaire. Reg explique alors à Nat qu'il pense trouver des réponses sur son identité, comprendre ses souvenirs perdus et pourquoi il est remonté à la surface s'il accompagne Rico au fond de l'abysse. Nat est frustré que Reg veuille aussi partir et s'en va furieux. Plus tard cette nuit-là à l'orphelinat, Rico révèle qu'il compte s'éclipser avant l'aube. Pour les aider, Shiggy, un ami de Rico, leur donne une carte montrant les 6 niveaux connus de l'abysse. Shiggy en a volé une copie au directeur pour mieux aider Rico. Il explique chaque niveau de l'abysse jusqu'au 6e, d'où aucun plongeur ne revient. Shiggy explique que seuls les sifflets noirs peuvent aller au 4e et 5e niveau, et même ne peuvent pas atteindre le 6e, réservé à quelques sifflets blancs. Cela rend Rico encore plus impatiente de partir retrouver sa mère. Nat se dispute à nouveau avec Rico, lui disant que sa mère est sûrement morte depuis longtemps, car il est impossible de survivre là-bas 10 ans, même pour un sifflet blanc. Rico s'enfuit en pleurant, ne voulant rien entendre. La nuit, Rico descend tandis que Reg veut dire au revoir à son ami qui dort encore. En sortant, Jiro l'attrape mais le laisse partir car il s'inquiète aussi pour Rico et demande à Reg de veiller sur elle. Il quitte donc l'orphelinat accompagné de Shiggy. Rico, Shiggy et Reg retrouvent Nat, qui s'excuse auprès de Rico pour ses paroles blessantes et les guide vers le quartier des quais, une entrée non gardée de l'abysse. Ils se font alors de tristes adieux, Rico disant à Nat que même s'ils ne se revoient jamais, l'abysse les liera toujours, puis Rico et Reg partent pour leur voyage et plongent dans l'abysse. Pendant que Shiggy et Nat pleurent leur départ, Rico et Reg parviennent à descendre profondément dans le 1er niveau. Rico se réveille et voit que Reg a utilisé ses bras extensibles pour créer une barrière en cas de danger. Elle demande à Reg de se réveiller et ils partent explorer le 1er niveau, connu sous le nom doré de l'abysse. Rico dit à Reg qu'ils sont à environ 600 mètres de profondeur et qu'en continuant, ils pourront descendre bien plus vite. Ils ont faim et après avoir pêché du poisson, Rico leur prépare un repas rapide qu'ils savourent pendant qu'elle observe l'étrange boussole. Reg dit qu'elle ne bouge pas, peu importe à quel point on la secoue. Rico trouve ça amusant, mais en la secouant, elle la lâche et elle est emportée par le courant. Reg console alors Rico en lui montrant une lettre glissée dans son sac avant leur départ de l'orphelinat. Elle contient une copie des croquis de sa mère, ainsi que des informations vitales sur l'abysse. Elle trouve aussi un mot de Jiro, le chef de l'orphelinat, qui a mis ce mot dans le sac de Reg, disant qu'il les poursuivra dès l'aube et que s'il les rattrape, il les ramènera. Rico décide qu'il doit foncer au 2e niveau car tout sifflet rouge allant si loin est considéré comme mort. Il décide de descendre encore plus bas pour ne pas être rattrapé. Il entre dans le territoire d'une créature araignée appelée Croc de Soie. Rico dit à Reg de s'en servir d'ancrage car ils ne quittent pas leur territoire et ils doivent se laisser tomber pour s'échapper. Ils commencent à descendre et atteignent bientôt l'entrée du 2e niveau, la forêt de la tentation. Ils font une pause et discutent quand Reg remarque quelque chose dans les buissons. Ils descendent vite grâce aux bras extensibles de Reg, mais même ainsi, cela ne suffit pas à semer leurs poursuivants. Ils sautent en bas et il s'avère que c'est Abolg qui s'intéresse à Reg, l'appelant un trésor du monde souterrain. Après l'avoir inspecté, il leur révèle que Nat et Shiggy lui ont demandé de les escorter sains et saufs au 2e niveau de l'abîme. Reg est rassuré qu'un sifflet noir les accompagne, mais Rico, tout en appréciant l'offre, décline, disant qu'elle et Reg doivent le faire seuls car ils voient cela comme un test final de leur professeur.
Abold comprend et donne à Rico un vaccin dont elle aura besoin au 2e niveau, ainsi que des brioches à la vapeur, puis les informe sur la gardienne du camp de recherche, Ozen. Abold leur dit qu'Ozen est celle qui a aidé sa mère à la transporter à la surface quand elle est née. Il dit à Rico qu'il ne peut pas entrer dans les détails à son sujet, mais de rester sur ses gardes. Ils font leurs adieux, et peu après, Rico et Reg atteignent le 2e niveau de l'abîme, où ils ne seront désormais plus jamais recherchés. Alors que Rico et Reg errent dans la forêt de la tentation, ils regardent autour d'eux, profitant de l'air frais et de l'odeur de la verdure. Rico parle à Reg des arbres et de leur utilité pour s'orienter, mais juste à ce moment-là, ils entendent quelqu'un appeler à l'aide. Rico et Reg descendent pour aider la personne en détresse. Dans une clairière, cependant, ils trouvent une grande créature ressemblant à un oiseau près du corps d'un cavernier. Reg s'apprête à l'attaquer, mais Rico l'arrête et explique que cette créature est un pleureur de cadavres et qu'ils imitent les supplications et les cris de ceux qu'ils capturent pour attirer les autres dans leur colonie. Elle lui dit que le cavernier est déjà mort et qu'ils ne peuvent pas l'aider. Mais juste à ce moment-là, un autre pleureur de cadavres plonge, attrape Rico, puis s'envole vers son nid, essayant de la donner en pâture à ses petits. Plusieurs autres commencent à attaquer Reg, et dans une tentative désespérée, il active le canon dans sa main, détruisant plusieurs pleureurs de cadavres et une grande partie du paysage environnant. Rico, qui perd connaissance, tombe alors que Reg court et la rattrape dans sa chute. Il l'emmène dans un endroit sûr, et on voit que même si Rico n'est pas remontée de beaucoup, elle souffre toujours des effets de la remontée. Après son réveil, Rico est incroyablement impressionné par le canon de Reg et le baptise l'incinérateur. Reg pense que c'est une chance que l'arme n'ait pas touché Rico et qu'il devrait être plus prudent. Cependant, il s'évanouit peu après à cause de l'effort fourni pour utiliser l'arme. Inconscient, Reg rêve que Rico est mangé par le pleureur de cadavres et se réveille quand elle explose. Rico est heureuse qu'il soit réveillé et lui dit qu'il peut contrôler son canon et qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Rico fait cuire des steaks sur sa dalle de pierre. Reg commence à en manger et c'est délicieux. Il se dit impressionné qu'elle ait réussi à chasser quelque chose par ici. Elle dit qu'en fait, ce sont les pleureurs de cadavres qui mangent aussi des humains. Cela met Reg mal à l'aise car il pense manger d'autres personnes, mais Rico lui dit de se détendre car c'est ainsi que va le cycle de la vie dans l'abîme. Ils descendent plus bas en utilisant les bras extensibles de Reg et parviennent à parcourir beaucoup de chemins. Rico et Reg se dirigent ensuite vers la zone la plus basse de la forêt de la tentation, connue sous le nom de forêt inversée, où les bras de Reg ne fonctionnent pas aussi bien à cause des forts courants de vent. Rico a froid car l'endroit est très sombre. Il décide de se reposer, mais il reçoit des pierres. Il voit des singes aux yeux rouges qui s'approchent d'eux. Ils sont poursuivis par un groupe de ces singes aux yeux rouges qui s'arrêtent après avoir quitté leur territoire. En continuant, Rico et Reg s'approchent du camp de recherche, construit à l'origine pour que les caverniers se reposent avant d'aller plus profond. Comme personne ne répond et qu'aucune corde n'est descendue pour eux, Reg lance ses bras vers le haut, s'apprêtant à se hisser avec Rico quand il sent que quelque chose ne va pas. Une femme s'approche et lui saisit les 2 bras. Cette femme n'est autre qu'Ozen, choquée de voir Rico en vie. Ozen lui lâche les bras et le pont est abaissé. Après être monté, Rico a des vertiges et vomit à cause de la profondeur du 2e niveau, et Reg rencontre enfin le sifflet blanc, Ozen inamovible. Une fois à l'intérieur, Rico remercie Ozen d'avoir aidé sa mère à la remonter à la surface il y a si longtemps. Cela amuse Ozen, qui précise qu'elle a plusieurs fois envisagé d'abandonner la nacelle anti-malédiction à cause de son poids. Rico lui montre le papier que Lisa a écrit pour elle et dit à Ozen qu'elle a aussi l'intention de descendre dans l'abysse. Cela rend Ozen un peu sceptique. Ozen leur dit qu'elle était curieuse de savoir comment 2 sifflets rouges étaient arrivés ici, mais qu'elle a d'autres chats à fouetter. Ozen ordonne à son apprenti, Marulk, de les écouter et dit qu'elle les recevra demain en personne pour pouvoir les renvoyer chez eux. Ozen leur prête alors des sifflets bleus, car leurs sifflets rouges inquiéteraient les autres et créeraient des problèmes. Elle leur prête donc des sifflets bleus pendant qu'elle garde le sifflet blanc de Lisa jusqu'à leur départ. Rico et Reg se lient vite d'amitié avec Marulk, devenu sifflet bleu très jeune en tant qu'apprenti direct d'Ozen. Marulk leur fait visiter l'arbre immense qui a été creusé pour créer le camp de recherche au 2e niveau. Marulk leur prépare ensuite à manger pendant que Rico prend un bain. Marulk dit à Rico et Reg que s'ils restent plus longtemps, ils pourront plonger ensemble. Mais Rico décline à contre-cœur, disant qu'elle adorerait, mais que sa mission est de retrouver sa mère au fond de l'abysse. Cette nuit-là, pendant qu'ils dorment, Rico cherche les toilettes et trouve une étrange créature qui commence à marcher vers elle. Après avoir vu ça, elle retourne simplement dans la chambre. Le lendemain matin, Rico a mouillé le lit de Reg en expliquant l'incident de la nuit, que personne ne prend au sérieux. Ozen apparaît et emmène Rico et Reg dans ses appartements privés. En chemin, elle dit à Rico que le fait que le sifflet blanc de Lisa soit remonté devrait lui suffire pour savoir que sa mère est morte. Mais Rico est convaincu que sa mère lui a envoyé cette lettre.
Ozen révèle alors que c'est elle qui a récupéré la lettre et le sifflet de Liza sur une tombe au 4e niveau, affirmant que ce n'est pas son écriture. Dans la chambre d'Ozen, la nacelle anti-malédiction qui a sauvé Rico se trouve juste au milieu. Ozen s'en approche et l'active avec son sifflet, disant à Rico qu'elle s'appelle bien la nacelle anti-malédiction, car les créatures à l'intérieur ne subissent pas les effets de l'ascension et ne meurent pas. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact. Elle dit que tout ce qui est placé dedans subit la malédiction et meurt, mais se remet à bouger, expliquant à Rico qu'elle était morte-née, et qu'après l'avoir mise dans la nacelle, elle a bougé et pleuré, comme ressuscitée. Ozen lui dit que la créature d'hier soir mettait que de la viande pour son dîner, qu'elle avait décidé de mettre dans la nacelle. Elle a repris vie puis est morte quelques heures plus tard. Ozen nargue alors Rico, la comparant à cette viande et se demandant combien de temps il lui reste avant de tomber raide morte. Cela met Reg en colère, et il commence à attaquer Ozen, qui reste de marbre. Elle projette Reg contre le mur et sur le sol. Rico tente d'aider, et Ozen l'envoie valser d'une chiquette, la faisant saigner. Cela enrage Reg, qui tente d'utiliser son canon, mais Ozen le dirige vers Rico. Reg change vite la direction du rayon et tire sur l'arbre, ce qui amuse Ozen. Elle s'anime alors et assomme Reg grâce à sa force surhumaine. Reg est ensuite réveillé par les bandits souterrains, des caverniers de la base grâce à Marulk. Ozen admet qu'elle testait Rico et Reg pour voir s'ils survivraient dans l'abysse, concluant qu'en l'état, malgré la résistance de Reg, ils ne survivraient pas sans entraînement. Ozen avoue ensuite un autre mensonge à Rico. La tombe où elle a trouvé les affaires de Liza était vide. En partant, Ozen revoit l'époque où elle était le mentor de Liza, alors simple sifflet rouge. Elle repense à Liza qui a grandi et est aussi devenue un sifflet noir. Ozen charge Rico et Reg de survivre 10 jours en bordure de l'abysse. Elle conseille à Reg de n'utiliser l'incinérateur qu'en dernier recours, car il s'évanouit pendant 2 heures après usage. Après le départ d'Ozen, Rico et Reg doivent se débrouiller seuls. Ils trouvent l'île des Ruana, des créatures aquatiques indiquant la présence d'eau douce. Installés, Rico et Reg font face à un Madokajak vivant dans l'étang qui manque de manger Rico. Reg décide de ne pas établir le campement ici. Il décide de faire un feu et des mouches les recouvrent. Les bandits et Ozen les surveillent et comprennent qu'ils doivent attraper le Madokajak. Ozen revoit Liza autrefois, ainsi que le moment de la naissance de Rico. Ils mangent bien, et après 10 jours, Rico et Reg finissent leur entraînement et rentrent dîner avec Ozen. Elle explique que le temps s'écoule différemment dans l'abysse. Pour Rico, Liza est partie depuis 10 ans, mais pour Liza, seules quelques années ont pu passer. Elle les prévient de ne pas rester trop longtemps au 5e niveau et d'éviter les sifflets blancs, surtout Bondroud, qui n'est pas aussi gentil qu'elle. Elle s'interroge aussi sur le papier du message de sa mère, qui est lui-même une relique. Plus tard, Ozen donne à Rico le Blaze Reaper, la pioche géante de Liza trouvée au 4e niveau. Vu son état, elle doit être utilisée avec parcimonie, comme alternative à l'incinérateur. Pendant qu'elle détaille les niveaux de l'abysse, Reg et Rico écoutent ses conseils sur les dangers et les besoins de leur voyage. Plus tard, Maruk et les bandits souterrains font leurs adieux à Rico et Reg. Ozen se remémore sa promesse faite à Liza il y a longtemps, aider Rico à trouver sa voie le moment venu. Rico et Reg partent vers le 3e niveau, la Grande Faille, qui n'est qu'un immense précipice. La faille regorge de cavernes reliées entre elles, permettant d'éviter les prédateurs volants. Grâce au bras de Reg, ils descendent prudemment dans les cavernes. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Shiggy discute de la Grande Faille avec Nat. En descendant l'une des cavernes, il saute de grotte en grotte pour progresser plus facilement. Il entre dans une grotte menant à un vieux navire encastré dans la paroi. Excité, Rico cherche des reliques mais découvre qu'ils sont dans le repère d'un prédateur volant qui les attaque. N'ayant pas d'autre choix, Reg utilise l'incinérateur pour le tuer, ce qui alerte un mâchoire fendu croisé lors de leur première rencontre. Il les poursuit et il se retrouve acculé. Reg est sur le point de perdre connaissance, mais il parvient à sauver Rico alors qu'il tombe dans une caverne voisine. Affamé, Rico traîne Reg avec elle pour chercher de la nourriture, quand elle est attirée par une odeur sucrée et avalée par Namakagam, une étrange créature bulbeuse qui n'est au fond qu'un estomac géant. Craignant d'être digérée, elle commence immédiatement à s'en extraire en taillant dedans, et elle s'échappe. À cause de l'odeur sucrée de la Makagam, de mignons petits rongeurs l'envahissent, pensant qu'elle est leur fruit. Elle parvient à s'échapper et se retrouve dans une caverne en pente ascendante, une pente si raide qu'elle commence à souffrir des effets de l'ascension. Elle commence à monter et subit de graves vertiges et des hallucinations, ce qui est la malédiction du 3e niveau. Elle hallucine à propos de tous ses amis, Ozen, Maruk et même sa mère, mais elle reprend ses esprits quand elle ne voit pas Reg dans son hallucination.
C'est alors que Reg se réveille tandis que le mâchoire fendu pourpre les retrouve. Après un bref combat, il utilise la faux de feu pour le faire fuir. Après avoir campé dans une caverne plus basse, Rico et Reg aperçoivent le 4e niveau, la coupe des géants. Rico et Reg descendent ensuite vers ce niveau qu'ils découvrent incroyablement humide et composé de disques concaves géants remplis d'eau chaude. En continuant leur progression à travers ce niveau, ils atteignent une zone de brouillard épais. Ils discutent, fascinés par les diverses créatures. Reg remarque une silhouette derrière eux, et ils commencent lentement à descendre. Le brouillard se dissipe et ils voient un monstre, après quoi Rico dit immédiatement à Reg qu'il doit fuir, car la créature devant eux est un persorbe, un grand animal très territorial ressemblant à un porc épic avec des piquants si acérés qu'ils percent l'acier et sont imprégnés d'un poison mortel. Reg tente de s'enfuir, mais le persorbe prédit facilement sa trajectoire et frappe le sac à dos. Il projette ensuite la faux de feu loin d'eux, et il ne leur reste plus beaucoup d'options. Reg utilise alors une relique appelée Londrelle pour tenter de bloquer ces piquants, qui parviennent tout de même à passer assez facilement. Reg se tourne vers Rico, lui disant qu'ils doivent essayer de récupérer la faux de feu, mais il s'arrête de parler en voyant qu'un des piquants a transpercé la main de Rico, injectant un poison mortel dans son corps. N'ayant plus d'autre choix, Reg est forcé de s'échapper en remontant vers un endroit sur en hauteur. Rico commence à saigner de partout et souffre énormément. Rico dit à Reg qu'il doit lui couper le bras pour empêcher le poison de se propager, ce qu'il tente de faire à contre-cœur. Reg lui casse le bras pour pouvoir le couper facilement, mais il n'arrive pas à tenir le couteau. Il sait que son bras est gonflé à cause du poison et qu'il doit agir vite. Cependant, à mi-chemin, Rico s'arrête de respirer et Reg commence à sombrer dans le désespoir. Soudain, un mystérieux être aux allures de lapin dit à Reg de rester calme et le guide pour pratiquer une réanimation. Après avoir stabilisé Rico, Reg l'emmène au repère de la créature lapin où, après s'être inquiété des effets de l'ascension, on lui dit que la malédiction n'est pas présente ici. Une fois à l'intérieur, on apprend que cet être s'appelle Nanashi, une créature que les caverniers connaissent sous le nom de Naruat. Dans le repère, Nanashi commence à soigner la main gauche gonflée de Rico et avoue avoir observé et écouté Reg et Rico depuis leur entrée dans la coupe des géants. Nanashi utilise un médicament et l'applique sur le bras de Rico. Elle opère Rico et la recoue du mieux qu'elle peut. Nanashi lui dit qu'elle l'observait depuis qu'ils sont descendus ici, et qu'elle l'a même entendu sangloter comme un bébé quand il a cru qu'elle allait mourir. Pendant qu'ils discutent, Reg entend un bruit venant de l'autre pièce, et Nanashi dit que c'est juste sa colocataire, présentant à Reg sa mignonne petite Mitty. Nanashi explique qu'elle est aussi une ombre. Reg, cependant, ne connaît pas le terme, et Nanashi explique que le contre-coup de l'ascension depuis le 6e niveau cause soit votre mort immédiate, soit vous perdez votre humanité et finissez comme Mitty ici. Nanashi dit ensuite que la raison pour laquelle elle n'a pas fini comme ça, c'est parce qu'elle est une exception parmi les exceptions. Nanashi donne ensuite à Reg une quête de collecte d'ingrédients pour soigner Rico et aussi quelques trucs pour son dîner. Reg part à la recherche de tout ça. Tout en s'occupant de Rico, Nanashi semble familière avec le sifflet blanc que Rico porte sur elle. Reg suit les instructions et récupère le poisson démon et l'œuf noir que Nanashi a demandé. Il grimpe même à un arbre pour ramasser de l'herbe jaune ainsi qu'un étrange hamster avec des champignons violets poussant sur lui. Après le retour de Reg avec tous les objets, Nanashi place ses champignons d'eau parasite sur le bras de Rico afin de drainer le fluide et d'empêcher la pourriture pendant la guérison. Reg s'enquiert du reste des ingrédients, et Nanashi lui dit que c'est pour son dîner, ce qui fâche Reg, car s'il avait été en retard, elle serait morte. Nanashi le calme puis l'envoie laver les vêtements de Rico au bord de la rivière, à l'extérieur de la cachette. Alors que Reg marche vers la rivière, il traverse ces fleurs connues sous le nom de Fortune éternelle, quand un souvenir refait surface, lui debout près de la tombe où se trouvait le Blaze Reaper, disant à Lisa qu'il s'en va. Nanashi le sort alors de ses pensées, et à l'intérieur, alors que Rico est seul, Mitty rampe sur elle comme si elle la connaissait. Pendant ce temps, en haut, un jeune tombe malade, et il voit qu'il est souffrant. Le médecin suggère que sa fièvre doit baisser, mais dès que Jiro vient le voir, il constate que l'enfant va parfaitement bien, ce qui choque même le médecin, qui confirme à Jiro que l'enfant est en bonne santé. De retour dans l'abysse, Reg entre, voit Mitty sur Rico, et s'apprête à intervenir quand Nanashi lui dit de ne pas s'inquiéter, que Mitty est inoffensive, mais c'est probablement attaché à Rico car elles ont le même âge. Elle lui sert une étrange soupe noire qui fait hésiter Reg, mais il la goûte quand même. Plus tard dans la nuit, il parle de diverses reliques, puis Nanashi décide de lui en montrer une. Le matin, Nanashi utilise une relique appelée tissage de brume, un tissu ultra fin, pour démontrer la vraie nature de la malédiction de l'abysse, expliquant qu'elle vous frappe d'un coup quand vous franchissez un niveau, et que tout être vivant baigne dans cette malédiction comme dans un champ de force. Cependant, plus on s'éloigne du puits vertical de l'abysse, plus la malédiction s'affaiblit, c'est pourquoi la cachette de Nanashi est si sûre.
Elle lui dit aussi que des créatures comme le père Sorb peuvent prédire les actions des autres car elle voit le champ de force. Nanashi peut aussi voir le champ de force car elle est devenue une ombre et veut en donner un aperçu à Reg. Elle lui fait une petite séance d'entraînement dans la section principale de la coupe des géants. Reg entend alors un cavernier au sifflet noir attaqué par un père sorbet par le sauver. Guidé par Nanashi via une oreillette sur la façon d'esquiver et de surpasser le père Sorb, Reg utilise son incinérateur pour chasser la bête. Ensuite, il demande au sifflet noir de dire à Jiro que lui et Riko poursuivent leur voyage. Reg retourne ensuite auprès de Nanashi et la remercie pour ses conseils sur la façon de battre le père Sorb. Après avoir vu l'incinérateur de Reg en action, Nanashi lui demande alors de faire quelque chose pour elle. Reg dit qu'il ferait n'importe quoi, et Nanashi répond en lui demandant de tuer Niti. En ramenant Reg, évanoui après avoir utilisé l'incinérateur, Nanashi se remémore son passé et ce qui les a menés au 4e niveau. Il y a longtemps, Nanashi était une humaine vivant dans les bidonvilles d'un pays étranger. Soudain, les enfants alentours sortent. Curieuse de savoir ce qu'il se passe, Nanashi les suit. Dehors, il découvre la cause de l'agitation. Bondroud, un sifflet blanc, invite les enfants assez braves pour affronter l'abysse à l'accompagner. Nanashi fait partie des nombreux orphelins qui acceptent de le suivre. Lors de la descente vers l'Idofront au 5e niveau, Nanashi et Mitty se lient d'amitié et partagent leurs rêves et leurs ambitions. Mitty rêvait de devenir un sifflet blanc. Nanashi, elle, se disait que peu importe la suite, ce serait mieux que leur vie d'avant. À l'Idofront, l'interphone les prévient, s'ils remontent de plus de 10 mètres, ils subiront les effets de la malédiction. Bondroud appelle les enfants un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Mitty et Nanashi. Puis une nuit, il vient chercher Mitty pour qu'elle l'accompagne. Leur lien s'étant renforcé, Nanashi s'échappe pour rester avec elle. Nanashi surprend Bondroud disant que ses expériences respectent les droits humains, ce qui l'inquiète pour la sécurité de Mitty. Nanashi accourt et trouve Mitty dans un grand tube. Bondroud surgit alors derrière elle et lui dit que c'est aussi son tour. Nanashi est placé dans un caisson à côté de Mitty. Bondroud explique que ce sont des ascenseurs pour descendre au 6e niveau. C'est une zone contrôlée, idéale pour étudier les réactions humaines à la malédiction du 6e niveau, la mort ou la perte d'humanité. Sous le choc de ces révélations, elles sont soudain forcées d'embarquer dans les montagnes russes les plus terrifiantes au monde. Arrivé au niveau suivant, Nanashi est de plus en plus terrifiée. Mitty la calme en lui promettant que tout ira bien et qu'elle subira la malédiction à sa place, mais lui demande de libérer son âme si elle perd son humanité. Elle commence alors leur ascension. Nanashi prend sa forme actuelle, tandis que Mitty se met à saigner abondamment et hurle de douleur, suppliant qu'on la tue. Nanashi, horrifié, regarde avec désespoir sa meilleure amie se transformer en créature maudite. De retour en haut, Bondroud se réjouit des résultats. Mitty a encaissé toute la malédiction de l'ascension, épargnant ainsi la vie de Nanashi. Il lui dit qu'elle est une réussite et que Mitty est douée aussi, car elle peut se régénérer et ne peut plus mourir. Au refuge, Nanashi raconte son histoire à Reg et explique que suite aux expériences de Bondroud, Mitty est devenue immortelle. Depuis leur fuite de l'Idofront, elle a tout tenté pour abréger les souffrances de Mitty, mais rien n'a fonctionné. Après avoir entendu cela, Reg accepte d'essayer de tuer Mitty avec son incinérateur. Le soir, Nanashi raconte une histoire à Mitty, qui finit par s'endormir. Nanashi supplie Reg d'agir, car Mitty ne peut pas mourir et son âme reste prisonnière de cette forme souffrante. Reg n'accepte qu'à une condition, que Nanashi ne se donne pas la mort après le départ de Mitty. Un peu plus tard, Nanashi prépare un petit coin douillet pour Mitty. Juste au moment où Reg va tirer, Nanashi intervient pour un dernier adieu et serre Mitty. Elle lui dit à quel point elle compte pour elle, que ses câlins sont toujours chauds, puis s'écarte. Reg comprend ce sentiment et utilise son incinérateur pour désintégrer Mitty, la libérant enfin de ses souffrances, tandis que Nanashi hurle de douleur à côté. Reg perd connaissance à cause du rayon et rêve de Lisa qui lui offre de la nourriture, mais il se réveille au son de la voix de Riko, qui a repris conscience. Riko commence à leur préparer à manger, et Nanashi dévore tout, car c'était la première fois qu'elle mangeait quelque chose d'aussi bon. Riko pose des questions sur Mitty, car elle se souvient avoir vu une autre personne. Nanashi lui demande comment elle le sait, et elle explique que pendant son inconscience, elle a fait un cauchemar terrible, mais que ses peurs se sont apaisées en sentant une présence à ses côtés. Elle leur dit qu'elle a entendu une autre fille pleurer, et qu'elles se sont entraidées. Puis, après avoir senti l'âme de cette présence être libérée, elle s'est aussi réveillée. Il décide de passer du temps dans une source chaude naturelle avec Reg, ce qui soignera aussi Riko. Reg rejoint Riko pendant que Nanashi le taquine. Il retire ensuite les champignons d'eau parasites de sa main gauche.
Rico essaie de bouger sa main car elle a été gravement entaillée. Reg vient s'excuser pour son bras mutilé, mais Rico lui pardonne car il n'y est pour rien. Plus tard, Rico demande à Nanashi de les rejoindre pour chercher Lisa, ce qu'elle accepte, n'ayant plus rien qui la retienne ici. Avant de quitter la cachette, ils font le plein de provisions nécessaires au voyage, et avant de s'enfoncer plus loin, ils envoient un ballon postal dans l'espoir qu'il atteigne la surface, ce qui finit par arriver jusqu'à Nat et Shigi. Ailleurs, au front de l'Ido, Bondrewd surveille Mitty et Nanashi grâce à leur signature vitale sur un tableau. Après avoir vu que Nanashi a réussi à tuer Nitty, il anticipe son arrivée prochaine. La deuxième saison commence, et on découvre une fille nommée Vuko, qui raconte comment elle a débuté ce voyage. Seul au monde, un homme l'avait recueillie et lui parlait de tout, se vantant d'avoir été un personnage important autrefois. Elle le déteste, car il l'agressait sans cesse. Elle raconte qu'une fois, il est parti en mer et a croisé un navire de charbon dont les occupants avaient mystérieusement changé. Ils ont trouvé un corps carbonisé et encore brûlant, un autre qui bougeait même coupé en deux, des organes sans peau, mais ils ont vu un vieil homme qui semblait parfaitement normal. Il leur parle de la cité d'or qui se trouve au fond du gouffre anthropophage. L'homme prend la boussole et raconte tout cela à la jeune fille tout en l'agressant, allant jusqu'à lui brûler la tête. Elle se souvient de tout cela alors que le temps a passé, et elle fait maintenant partie des soldats partis à la recherche de cette cité d'or, se rappelant les horreurs qu'il lui disait. Elle se lève pour vomir, n'étant pas habituée au voyage en mer. Leur chef, Wazukian, mange souvent des insectes crus pour rester fort. Il lui dit qu'ils approchent du gouffre, et que bientôt la boussole stellaire pointera vers le bas. Il lui dit que lorsqu'elle lui a apporté la boussole, c'était le destin, puis il part chasser des rats. À ce moment, Belaf arrive et lui dit de ne pas s'en faire pour Wazukian, car il est sincère et ses choix sont justes. Il ajoute qu'il avait prédit qu'elle ferait partie des 3 sages la veille de son arrivée, et qu'il est doué. Elle lui dit qu'elle ne mérite pas d'être là, qu'elle est trop laide pour être vendue et ne peut qu'aider les gens. Belaf lui répond que la beauté ne réside pas dans l'apparence ou le prestige, mais dans le regard de chacun. Il lui dit que son regard est la vraie beauté, et qu'elle doit trouver la lumière dans ses yeux sombres. Elle est intimidée quand un équipier l'appelle pour soigner un malade, alors elle s'en va en courant. Plus tard dans une tempête, Belaf dit à Wazukian que leur navire est le seul rescapé et s'inquiète pour la suite. Soudain Vueko accourt et leur montre la boussole, qui est presque à la verticale. Ils regardent autour d'eux et voient une île isolée au milieu de la mer déchaînée. En explorant l'île, ils croisent des habitants réticents à parler car les précédents visiteurs étaient hostiles. Leur vieux chef propose des informations en échange de la boussole et Vueko accepte le marché. Belaf demande pourquoi, vu son attachement, et elle répond qu'elle cherche quelque chose dans les ténèbres. Ils partent avec une fillette qui s'est attachée à Vueko, laquelle les presse de l'emmener, car elle est exilée. Wazukian accepte car ils ont effectivement besoin d'un guide. Ils s'enfoncent dans l'abysse, traversant des lieux étranges, pour finir par franchir une porte en forme d'œil. Alors que Vueko saute, on voit Rico, Reg et Nanachi traverser un endroit tout à fait similaire. Reg remercie Nanachi de rester si positive malgré tout ce qui s'est passé récemment. À ce moment, la sphère en forme d'œil descend et ils découvrent alors la mer de cadavres. À l'atterrissage, on voit le groupe de Vueko arriver là bien avant et maintenant Rico et les autres y sont aussi. Ils voient une immense cité fossilisée qui semble incrustée dans les cristaux et le sol environnant. Ils s'aventurent dans le 6e niveau, d'où aucun humain n'est jamais revenu. Ils aperçoivent un dragon de type Snaptrack, une créature connue pour être très agressive. Nanachi juge préférable de l'éviter et il voit des Mizojaks, dont les œufs seraient délicieux. Leur discussion est interrompue par des explosions géothermiques projetant de la lave et des gaz toxiques. Ils s'abritent rapidement et font cuire les œufs, qui s'avèrent être vraiment succulents. Ils décident d'envoyer une lettre à leurs amis, mais le ballon est détruit en plein vol, ce qui choque Rico. À leur réveil, Nanachi voit que leur courrier de tout à l'heure gît au sol, marqué d'un symbole. Rico se réveille et s'aperçoit que sa Prouchka a également disparu. Nanachi explique que le voleur les a suivis, a passé les bras de Reg et a laissé ce message facilement. Ils décident alors de traquer cet individu pour récupérer ce qui leur appartient. Ils trouvent des animaux avec leurs propres poils, ce qui signifie qu'on les a tondus pendant leur sommeil. Ils suivent les indices jusqu'à un pont étrange qui ressemble à la carcasse d'un animal. Alors qu'ils entrent, Reg sent une présence mais décide tout de même d'avancer. Ils franchissent une barrière et découvrent à l'intérieur une multitude de créatures jamais vues auparavant. L'une des créatures s'approche d'eux et leur demande s'ils sont aussi des pilleurs de cavernes. Ils demandent s'il a pris le sifflet blanc de Rico et il s'éloigne, alors ils décident de le suivre. Nanachi, Reg et Rico suivent l'étrange créature en montant quelques marches. Nanachi, de son côté, dit à Reg de rester vigilant car elle ne peut pas lire les mouvements à cause du champ de force. Ils entrent dans une pièce où ils voient une créature s'introduire dans Prouchka, ce qui sursaute Rico. Reg tente d'intervenir, mais Rico l'arrête, disant que cela ne dérange pas Prouchka. L'autre créature leur dit qu'elle est enfermée et doit être raffinée pour être utilisée facilement. La créature les emmène ensuite ailleurs, dans ce qui ressemble à un marché où l'on échange des objets de valeur égale.
Magikaja lui dit qu'elle peut échanger quelque chose de valeur égale pour obtenir n'importe quoi. Elle repère un dessin de sa mère et veut l'échanger, mais Magikaja lui dit qu'elle doit s'échanger elle-même, ses yeux, sa peau ou sa graisse, et que Kaja aimerait l'acheter comme réceptacle. Riko refuse et lui dit qu'elle doit se rendre au fond du gouffre. Magikaja refuse, puis négocie avec l'autre vendeur afin d'obtenir cette page pour Riko. Riko apprécie beaucoup le marché alors que Magikaja lui parle des divers réceptacles qui vivent ici et de leur lien avec ce lieu. Il raconte aussi que Nanachi est une ombre formidable qui porte la vie en elle. Alors qu'ils sont entourés d'ombres, ils entendent un bruit bizarre après quoi l'une d'elles est avalée par une substance noire. Alors que la substance prend les biens de l'ombre, Magikaja explique que Riko ayant surévalué son animal, le village a réagi pour équilibrer car l'ombre l'avait blessé. La substance a même déchiqueté l'ombre car la valeur fixée était trop élevée et nécessitait aussi sa vie. Elle reçoit une pièce en retour et Magikaja dit à Riko et aux autres que personne ne leur fera de mal car ils sont inaccessibles. Riko et les autres vont à l'auberge, où Riko a mal au ventre à cause de la nourriture étrange. Pendant ce temps, il y a du remue-ménage dehors et Reg va voir ce qui se passe. Magikaja leur parle de Faputa, une femelle de haut rang comme une princesse des ombres. À ces mots, on voit un flashback de Vueko et Belaf, qui étaient aussi entrés dans la ville avant mais peinaient à survivre. La créature poilue pointe Reg du doigt et bondit rapidement derrière lui. Reg l'analyse alors qu'elle regarde sa main. Reg pense qu'il s'agit d'une ombre semblable à Nanachi. La créature semble connaître Reg et il lui demande si elle l'a déjà vue auparavant. Faputa regarde autour d'elle, s'échappe avec Reg et grimpe sur l'énorme monstre de métal. Pendant ce temps, Magikaja emmène Nanachi au marché pour chercher de l'eau fraîche et des fruits. Il lui demande ce qu'elle pourrait échanger contre cela et quelle est sa valeur. Nanachi lui dit qu'elle vaut plus que Mitty, ce à quoi Magikaja répond que toute valeur a été fixée par les trois sages et qu'elle connaît l'homme masqué qui a laissé la malédiction, ainsi que Belaf. Nanachi pense avoir mal entendu et la scène passe à Reg et Faputa qui l'a emmené dans une grotte. Reg lui dit qu'il a perdu la mémoire et qu'il veut aussi savoir ce qui lui est arrivé. Faputa l'inspecte minutieusement et le plaque contre le mur. Faputa lui donne des coups dans le ventre pour vérifier s'il est bien Reg. Plus tard, Reg la repousse car elle devenait un peu trop envahissante. Reg décide alors de partir car il s'inquiétait pour Riko. Faputa lui demande ce qu'il fera quand l'humaine mourra, ce à quoi Reg répond qu'il y réfléchira le moment venu, puis il part. Faputa se met en colère contre lui parce qu'il l'abandonne. Reg s'en va tandis que l'autre robot géant le fixe du regard. De retour à l'auberge, Riko a des problèmes d'estomac et cherche Reg et Nanachi. L'aubergiste lui dit que Nanachi est allée au marché, elle décide donc d'aller la chercher. Elle demande aux autres ombres qui la coincent et tente de voler son animal, mais la même ombre qu'avant intervient et sauve Meinya, tandis que la substance noire apparaît pour l'équilibrage. Nanachi et Magikaja se rendent dans un endroit que Nanachi veut visiter, tandis que Riko va au marché et prend un encas rapide. Le cuisinier là-bas comprend la langue de Riko et lui parle d'autres personnes qui la comprennent aussi. Elle désigne une ombre et lui dit qu'il s'agit de Wazukian, l'un des trois sages. Pendant ce temps, Magikaja emmène Nanachi rencontrer Belaf, un autre des trois sages. Nanachi voit un énorme dragon serpentin aux côtés de Mitty, ce qui la choque profondément. Tout cela est dû à Vueko, qui explique dans un flashback comment nos désirs et valeurs se manifestent. Nanachi serre Mitty dans ses bras tandis que Belaf demande pourquoi ils sont venus au village. Ailleurs, Reg est perdu et se cache car le dragon le poursuivait. Alors qu'il tente de fuir, la bête l'attaque et Reg tombe d'une falaise, sauvé par le robot géant. Le robot Gabou demande à Reg de partir au plus vite car il ne peut pas contrôler Faputa. Le robot géant dit à Reg qu'il est aussi une unité d'interférence et qu'il doit récupérer ses données. De retour au restaurant, Wazukian discute avec Riko au sujet des trois sages. Le chef lui explique que ce sont les trois sages qui ont bâti ce village. Riko demande si elle peut apprendre leur langue et le chef lui montre un livre de mots et de phrases. Riko s'enquiert d'endroits où ses amis auraient pu aller et elle lui parle d'un lieu où même les ombres ne vont pas. Riko décide de s'y rendre pour obtenir plus d'informations et descend en rappel. Lorsqu'elle atteint le fond, ses pieds se retrouvent couverts d'une sorte de glu noire. À mesure qu'elle s'approche, la glu commence à bouger et semble s'animer. En s'enfonçant, Riko entend une voix, elle s'en approche et voit une fille nommée Vueko. Elle leur raconte qu'elle est là depuis longtemps et comment ils ont créé ce village. Elle leur dit qu'elle est humaine alors que tous ses amis sont devenus des ombres. Elle ajoute que s'ils s'égarent trop, ils deviendront eux aussi des ombres. Riko la libère et lui demande de l'aider à retrouver ses amis. Vueko remonte pour la première fois depuis longtemps et est choquée par les changements du village. Elle emmène Riko chez Belaf et dès l'entrée, elle trouve Nanachi au sol et demande à Magikaja ce qui s'est passé. Belaf apparaît et lui dit que Nanachi s'est vendu pour rester avec Mitty et qu'il la possède désormais. Riko dit à Belaf qu'elle connaissait aussi Mitty, mais comment a-t-il pu l'obtenir? Belaf explique qu'il voulait acheter Mitty à l'homme masqué, mais celui-ci refusait tout échange, alors il a sacrifié sa vie pour une copie. Riko demande comment récupérer ses amis et Belaf lui répond que s'il elle s'offre en sacrifice, il les libérera. Riko dit qu'un humain entier est impensable et que c'est bien trop gourmand. Belaf lui propose alors les options suivantes.
Elle peut donner ses 2 yeux, ses 2 jambes ou la moitié de ses organes pour les récupérer, elle doit choisir. Riko revient et dit à Vueko que Belaf a pris Mitty et Nanachi. À ce moment-là, une énorme pointe frappe le mur. Riko demande ce qui se passe et Vueko explique que la ville chasse car ils ne peuvent pas sortir, attirant le monstre. Soudain, Riko pense à son sifflet et se précipite vers la boutique. Elle demande à l'ouvrier de lui rendre Prouchka et il le lui rend en disant que c'est précieux et qu'elle doit fuir. Pendant ce temps, le monstre de glu violette détruit la ville et tue même une ombre géante en la faisant fondre. Magikaja leur dit que ce monstre est déjà venu une fois, mais qu'il s'était échappé. Une autre ombre géante sort de la grotte et frappe de son épée, mais la glu continue d'attaquer. Même Magikaja s'inquiète car l'épée est inefficace par manque d'espace. Riko demande si les autres sages vont aider, mais ils ne sortent qu'en cas de menace réelle. C'est alors que le chef apparaît et demande ce qu'ils font. Elle lui dit que toutes les ombres sont là pour protéger le marché. Alors que le monstre tuait l'ombre, Riko élabore un plan car Vueko n'avait jamais vu ce monstre, ce qui l'aide à l'analyser pour le vaincre. Riko a demandé quelques objets à Magikaja pour l'aider. Le monstre visqueux se dirige vers le marché où les monstres s'apprêtaient à défendre la bête. Riko attire le monstre avec Magikaja vers un lieu clos où il se fait piéger par son propre reflet. Cela permet à Riko de lancer l'assaut et ils finissent par terrasser le monstre. Le chef lui dit qu'elle n'avait pas à sacrifier ses cheveux et qu'elle doit prendre soin d'elle. Soudain, le monstre s'éveille et saisit des monstres, ce qui attriste Riko qui utilise son sifflet. À sa grande surprise, le sifflet a appelé Reg, qui les a aidés à sauver les monstres. Wazukian arrive sur les lieux et demande s'il a manqué toute l'action. Riko est soulagée de voir que tout le monde est sain et sauf. Elle demande à Wazukian comment elle peut récupérer ses amis auprès de Belaf. Il répond que s'ils obtiennent une partie de Faputa, c'est possible, mais c'est irréalisable. Cela choque Reg car il a rencontré Faputa il y a peu de temps. Riko demande à quoi ressemble Faputa et il lui dit qu'il doit d'abord aller la voir. Vueko leur dit qu'elle connaît Faputa car elle fait aussi partie des 3 sages. Elle explique qu'elle connaît les vrais désirs de Faputa car elle la connaissait déjà avant. Elle leur raconte tout en pensant à Hiromiui et au fait qu'elle les aidera tous à se libérer. Tandis que Vueko raconte son histoire, elle explique comment son équipage est arrivé ici. Elle explique qu'ils ont d'abord rencontré des unités d'interférence qui exploraient les lieux. Ils ont testé le fonctionnement de la capsule et de l'ombre, mais ont découvert qu'une fois descendus, ils ne pourraient plus remonter sous peine d'être changés en monstres. Il leur dit que puisqu'ils ne peuvent plus remonter, ils doivent s'adapter, découvrir la vérité sur la Cité d'Or et y vivre. Ils se sont mis en quête de nourriture et d'eau. Vueko dit à Belaf que la jeune fille s'appelle Hiromiui. Belaf est fasciné de voir qu'Hiromiui parle la langue inscrite sur le mur, qui leur est inconnue. Plus tard, Vueko est appelé car une petite ombre est entrée, mais Hiromiui la trouve mignonne et joue avec. Belaf et Wazukian décident de trouver de l'eau potable pour survivre, car les unités d'interférence ignoraient où en trouver. Ils trouvent de l'eau potable à une source, ce qui leur permet de chasser et d'organiser le village pour s'y installer. Ils continuent de chasser et de récolter, et Vueko offre un collier à Hiromiui. Quelques jours plus tard, Vueko se réveille et découvre qu'Hiromiui a une forte fièvre. Les autres l'ont appelée pour qu'elle voie que d'autres personnes étaient également touchées. Certains étaient fossilisés et d'autres présentaient des déformations. Belaf mène l'enquête et apprend que le puits était dans une créature fossilisée géante, cause probable des déformations soudaines. De retour au camp, Wazukian demande à Vueko si elle sait ce qu'est cette relique et si elle est utile. Belaf explique la vérité sur le puits, mais Wazukian sait que c'est leur seul moyen de se nourrir et de boire. Ils apportent ensuite la relique aux unités d'interférence pour leur demander ce que c'est. Les unités demandent comment ils l'ont eue et disent que c'est une relique à vœux, idéale pour les enfants car les adultes sont trop complexes. Vueko réfléchit à la situation et se dit que même si l'eau est dangereuse, ils en ont toujours besoin. Hiromiui hurle de douleur, alors Vueko décide d'utiliser la relique sur elle, espérant que l'enfant souhaitera guérir. Wazukian dit à Vueko que l'enfant sera leur salut, comme s'il savait qu'elle les sauverait. Elle a donné la relique à Hiromiui qui a fusionné avec elle. Plus tard, presque tout le monde est tombé malade, même ceux qui pouvaient encore travailler. Wazukian et Belaf soutiennent toujours Hiromiui à cause de son lien fort avec Vueko. Ils décident également de faire confiance à ses instincts. Après un certain temps, d'autres personnes tombèrent malades. Un jour, Vueko voit qu'Hiromiui a donné naissance à une étrange ombre, mais elle n'a pas pu survivre car elle n'avait pas d'organes. Cela s'est répété plusieurs fois, et chaque fois l'ombre mourait, ce qui rendait Hiromiui triste, et elle pleurait à chaque fois. Puis Vueko tomba malade, et elle s'inquiétait toujours pour Hiromiui car elle n'était pas là pour la soutenir. Allongée sur le sol, Vueko sentit une présence, et elle aperçut Wazukian qui souriait et disait qu'il lui avait dit que l'enfant serait leur salut. Pendant ce temps, alors que Vueko racontait son histoire, Reg partit à la rencontre de Faputa et lui demanda son aide pour retrouver ses amis. Elle demande s'il tiendra toujours sa promesse, mais Reg demande si elle lui dit sa promesse, il la tiendra s'il le peut. Faputa s'arrache alors le bras et l'offre à Reg en disant qu'elle offrirait n'importe quoi pour leur promesse. De retour à l'histoire de Vueko, nous voyons qu'elle rencontre Belaf, qui est inquiet et ne cesse de se tirer le visage.
Wazukian entre et emmène Vueko voir Hirumiui qui était devenu immense. Elle fut choquée de voir qu'Hirumiui avait perdu la parole et que Wazukian utilisait ses bébés comme nourriture car c'était le seul moyen de guérir. Vueko est choquée de voir cela et ne peut pas le supporter non plus. Elle essaie aussi de nourrir Belaf mais il refuse car il connaît la vérité. Vueko retourne voir Hirumiui et voit le berceau du désir. Wazukian lui dit qu'il lui en a donné un autre car Vueko était malade et qu'elle avait besoin de quelqu'un comme elle. Vueko est encore plus troublée, mais juste à ce moment, Hirumiui commence à bouger et Wazukian lui dit que maintenant son véritable souhait sera vu par tous. Ils suivent Hirumiui dans un endroit ouvert. Ils la voient muer et dévorer également quelques créatures. Belaf n'en pouvait plus et alla voir Hirumiui pour la supplier de le changer car il ne pouvait plus vivre ainsi. Juste après, Hirumiui se transforme et crée une entrée où Belaf pénètre et est transformé. Tout le monde est heureux de voir la nouvelle forme de Belaf. Wazukian leur dit à tous d'offrir leurs âmes et leur corps à Hirumiui car elle est leur reine. Vueko n'est pas contente et dit à Wazukian qu'elle voulait être libre et décide de se suicider. Juste au moment où elle allait tomber, il la rattrape et Vueko apprend qu'il avait déjà utilisé un berceau du désir sur lui-même. Elle perd connaissance et quand elle se réveille, elle est enfermée dans la tête d'Hirumiui et Wazukian a également été transformé en ombre. Il lui dit qu'elle est à l'intérieur de la tête d'Hirumiui et c'est ainsi qu'ils peuvent facilement établir un lien. Vueko explique que même si Hirumiui avait perdu son corps, son cœur et son esprit étaient toujours là et qu'elle avait aussi un dernier souhait qu'elle avait toujours désiré. Ils étaient tous réunis pour voir un œuf et quand il a éclos, ce n'était autre que Faputa. C'était un enfant vivant et respirant qu'Hirumiui désirait ardemment dans un seul but, celui de tuer toutes les ombres à l'intérieur de la barrière. Elle finit d'expliquer l'histoire à tout le monde. Riko lui demande quel est le but de Faputa et elle lui répond que Faputa veut libérer sa mère qui est piégée ici. Pendant ce temps, Rage prend le bras que Faputa lui a donné alors qu'elle était sur sa tête. Elle lui demande de lui caresser la tête également. L'énorme robot leur dit que les créatures se mettent en colère à cause de son sang et qu'ils doivent se dépêcher. Riko voit Rage apporter un bras et ils entrent à l'intérieur. Faputa regarde le sifflet de Riko et le reconnaît. Ils décident comment apporter le bras à Belaf et Vueko leur dit qu'il ne devrait pas simplement le lui offrir comme ça. Elle demande aussi comment il a pu l'obtenir, ce à quoi Rage répond qu'il a promis de détruire le village car c'est ce que sa mère voulait. Wazukian d'un autre côté lui dit qu'il a appris leur existence par l'homme masqué et qu'il leur avait dit que des gens semblables viendraient dans les grottes, certains pour la richesse et d'autres qui n'avaient nulle part où aller. Les autres ombres partagent aussi leur expérience et tout ce qu'elles ont gagné depuis leur arrivée. Riko dit aussi que même si elle ne connaît pas Wazukian, elle comprend qu'il voulait un refuge pour tous. Elle lui demande s'il a cherché la cité d'or et si ce niveau n'en est que l'entrée. Elle le presse de ne pas abandonner son aventure pour la cité. Wazukian lui dit qu'il le voudrait, mais comme les autres, il ne peut quitter le village. Riko pense alors qu'elle pourrait utiliser le berceau des désirs, et que c'est peut-être ce qu'il veut. Il demande comment elle a pu y penser alors que les autres disent d'arrêter de défier l'abysse. Pendant qu'il parle, le sol se met à trembler et une ombre géante surgit. Riko est emmené alors que Wazukian leur dit que l'ombre veut la chair de Faputa. Reg repousse des attaques et Wazukian dit à Vueko qu'il a été créé par Hirumiui et est apparu un jour. La substance noire refait surface et fusionne avec la grande ombre. Vueko crie que la créature ne subira pas l'équilibrage car elle est là pour les protéger. L'ombre utilise la vase pour créer un immense voile et piège aussi toutes les ombres. Elle essaie aussi d'attraper Reg et il tombe dans la vase. Il décide d'utiliser son canon pour détruire la bête puisque personne n'est derrière lui. La bête tombe et Reg dit que la porte étant détruite, Faputa va les traquer et qu'ils doivent se cacher. Faputa et le robot géant entrent. La bête se réveille et tente de tuer Faputa, mais elle est abattue par le canon du robot. Elle dit qu'elle n'épargnera personne car ils l'ont fait souffrir, parle la langue de sa mère et prie alors qu'ils l'ont blessée et ont mangé ses enfants nouveau-nés. Elle dit qu'elle va tous les éradiquer et détruit même la substance noire sans aucun effort. Pendant ce temps, Nanachi parle à Mitty et Belaf la libère car Faputa est là pour tout détruire. Belaf lui dit que son heure est venue et qu'il doit protéger tout le monde car Faputa ne s'arrêtera pas. Il leur dit qu'ils sont libres et qu'ils devraient s'échapper eux aussi. Nanachi décide aussi de partir. Il lui dit que Mitty ne peut pas franchir les limites du village, sous peine de disparaître. Elle ne peut se résoudre à laisser Mitty et pleure en pensant à quel point elle voulait la revoir. Nanachi prend Mitty et l'emmène à la frontière car elle voulait la voir une dernière fois. Mitty disparaît alors que Nanachi passe la frontière et les autres ombres font de même. Belaf sort également pour affronter Faputa. Quelques heures plus tard, Rage se réveille et voit que le robot géant les protège. Il dit à Rage que la paix éternelle est finie et que Faputa est déchaîné. Il voit vite Faputa qui a perdu la tête et qui est en train de détruire toutes les ombres. Faputa attaque les différentes ombres et les annihile complètement. Wazukian et Vueko regardent de loin le village tomber en ruine. Riko dit à Reg que tous l'ont aidé et que si on ne l'arrête pas, tout le village mourra. Reg intervient et demande à Faputa de se calmer, mais elle sait qu'il veut les protéger. En tuant une ombre, elle dit qu'elle n'arrêtera pas et que s'il veut une correction, il l'aura.
Dans un flashback, une unité d'interférence avec Faputa est détruite, elle pleure quand Reg apparaît. Faputa est d'abord sceptique, mais elle l'a quand même combattu. De retour au présent, elle dit qu'à leur rencontre, elle l'a pris pour un homme de Gabu venu l'aider. Mais comme il a perdu la mémoire, il ne lui sera d'aucune utilité. Elle attaque Reg et se dit que puisqu'elle ne peut pas le blesser de l'extérieur, elle va essayer de l'intérieur et lui enfonce son poing dans la bouche, faisant souffrir et pleurer Reg. De retour dans le flashback, Faputa aimait Reg et elle était heureuse avec lui, et il lui a également donné un gage d'amitié. Pendant qu'ils se battaient, Faputa s'est souvenu de tout cela. Reg demande à Rico d'utiliser à nouveau le sifflet, car c'est le seul moyen de calmer Faputa. Il se transforme alors que son armure change. Faputa est également choquée, tandis que Reg la projette dans les airs. Faputa se met en colère et reconnaît le sifflet qu'elle avait demandé à Gabu d'envoyer. Elle combat Reg et explique qu'elle voulait tester l'enfant humaine pour voir si elle serait capable de trouver sa mère sans le sifflet. Alors que la bataille les mène à l'extérieur, Reg voit des flammes tomber. Faputa lui dit que cela doit raviver ses souvenirs. Pendant ce temps, Wazukian voit que la pluie de fer a commencé et il utilise ses écailles pour protéger tout le monde. Dans un flashback, Faputa montre à Reg comment sa mère est piégée à l'intérieur et qu'elle doit tuer ceux qui lui ont fait du mal. À ce moment-là, il lui a dit qu'après avoir livré ce dont il a besoin, il reviendrait et passerait plus de temps avec elle. De retour au présent, il pleure sur elle et lui dit qu'il se souvient de tous les pleurs et rires qu'ils ont partagés. Il s'arrête, mais Faputa avait autre chose en tête et enfonce Reg dans le sol. Rico demande ce qui est arrivé à Reg. Juste après, Faputa prend Reg dans ses bras et demande à la bête géante de le maintenir au sol pour qu'il n'intervienne pas. Faputa demande pourquoi Reg n'est pas capable de la reconnaître et qu'il doit tuer Rico, car c'est elle qui lui a tout fait oublier. Faputa passe à l'attaque, mais un énorme robot intervient et dit que si elle commet cet acte, elle ne pourra pas récupérer Reg. Le robot tombe et Faputa est encore plus blessée. Alors qu'elle s'apprête à attaquer à nouveau, elle est frappée et projetée en arrière. Cette fois, Belaf et Nanachi viennent à la rescousse. Faputa perçoit l'odeur de sa mère chez Belaf et pense qu'il doit l'avoir consommée elle aussi. Elle se met en colère et l'attaque, mais Belaf avait un cadeau pour elle. Lorsqu'elle l'a frappé, il l'a inondé de souvenirs de sa mère et lui a dit qu'il avait toujours voulu lui offrir tous ces moments. Faputa devient moins agressive tandis que Wazukian emmène Vueko plus bas. Faputa leur dit qu'ils doivent s'enfuir car des monstres arrivent puisque la barrière est tombée. Tous les monstres font des ravages et détruisent le village. Faputa se bat, mais elle ne fait pas le poids face à toutes ces bêtes. Juste à ce moment, la substance noire tente de la sauver, mais le dragon la détruit. Faputa ne pouvait plus bouger car elle était épuisée, et dans son dernier souffle, Gabu la sauve en attirant l'attention de la bête géante. Elle tente de le sauver, mais elle est immobilisée et se fait projeter par l'attaque du dragon. Alors qu'elle gisait au sol pensant qu'elle allait mourir, les ombres se sont rassemblées autour d'elle et se sont offertes en nourriture pour que Faputa puisse retrouver la santé. Faputa se relève et décide de son destin. Faputa ordonne à la substance noire et aux monstres de repousser tous les monstres et elle en tue elle-même également. Elle tente d'attaquer le dragon et se jette sur lui. Dans un flashback, nous voyons Faputa qui, en errant, voit Gabu qui était dans le sol. Nous voyons comment elle l'a aidé à se construire et comment il lui a parlé du Haku. Elle le nomme ensuite Gabu puisqu'il peut être son gardien. Elle a même trouvé Reg et les autres et comment elle a volé la clé pour qu'elle soit embellie. De retour au présent, Faputa continue d'attaquer les monstres. Rico se réveille et voit que Nanachi et Reg sont avec elle pendant que Faputa combat l'ennemi seul. Ils descendent et trouvent Wazukian qui est au sol comme une coquille vide. Il leur dit qu'ils sont l'aboutissement des enfants qui sont partis explorer le gouffre. Alors qu'ils tombent en cendres, il leur dit qu'ils doivent aller plus loin et s'assurer de chercher ce qu'ils désirent. À ce moment, tous entendent le cri de Faputa et disent qu'ils doivent faire leurs adieux car pour la première fois, la princesse les appelle. Rico est heureuse et ravie car ils peuvent poursuivre leur voyage. Le chef lui remet également l'un des dessins de sa mère, puis ils se mettent en route. On voit Vueko franchir la limite, et elle songe à Rico qui, bien que plus petite qu'elle, est assez courageuse pour prendre toutes ses décisions. Elle pense au chemin parcouru par ses enfants et au fait qu'elle a pris une décision seule, se lancer dans cette incroyable aventure avec tous ses amis. Elle commence à monter, mais s'arrête vite car son corps commence à se déformer. Elle réalise qu'elle était humaine tout ce temps et qu'elle se transforme en ombre. Elle voulait s'excuser auprès d'Irumyuui, mais elle n'a pas pu le faire. Elle allait mourir quand l'un de ses amis la sauve en la projetant vers le bas. Nanachi apparaît alors et l'emmène avec elle. Tandis que les monstres détruisent le village, Faputa les attaque de toutes ses forces. Elle ne cesse de se régénérer et de les attaquer. Reg se joint aussi au combat, ce qui réjouit Faputa bien qu'elle soit intriguée par sa présence. Il lui dit que Vueko a quelque chose à lui dire. Il prévoit de les retarder et utilise à nouveau le sifflet. Reg s'élance et parvient à terrasser le dragon. Pendant ce temps, Faputa leur dit qu'elle va les dévorer pour libérer sa mère. Reg entraîne les bêtes à l'extérieur et les piège sur le pont. Il détruit ensuite le pont, laissant les monstres s'écraser au sol. D'un autre côté, Faputa dévore toutes les ombres et acquiert aussi les souvenirs des autres. Elle utilise ensuite ce pouvoir pour répandre la substance blanche partout. Vueko se rappelle comment elle s'occupait d'Irumyuui et qu'elle ne pouvait pas se pardonner.
Faputa utilise le reste de son énergie pour éradiquer la tour pendant que les autres fuient. En tombant, Faputa se dit qu'elle aurait peut-être dû manger Maa et Vueko aussi, mais Rage la met vite à l'abri alors que la tour s'effondre sur elle-même. Magikaja s'immobilise quand ses jambes cessent de bouger, et en mourant, il a redonné le contrôle du corps de Faputa une dernière fois et sauve tout le monde. À son réveil, Rico voit que les monstres ont commencé à s'entretuer et qu'ils sont désormais hors de danger. Vueko s'approche de Faputa et tente de lui parler. Elle lui dit qu'elle ressemble à sa mère et qu'elle est toujours aussi collante, tactile et extravertie. Faputa pleure car elle lui manque. Elle était ce qu'elle avait de plus proche d'une mère. Faputa creuse une tombe pour Vueko et l'enterre, pensant que leurs âmes finiront par se retrouver. Rage propose à Faputa de les rejoindre pour la suite, mais elle hésite car il ne se souvient pas de sa promesse. Il lui assure qu'il s'en souviendra, mais qu'il l'apprécie toujours autant. Faputa les rejoint et demande également quels sont les rôles de chacun. Elle pense que Rage retrouvera la mémoire et dit qu'elle envisagera de l'accompagner si elle le souhaite.